quelque chose d'assez radical, c'est que on va se rendre compte que désormais tout ne se vend pas aussi facilement qu'avant et que les gens, faute de pouvoir d'achat, vont commencer à faire un choix entre les produits dont ils ont besoin et les produits qu'ils vont souhaiter acheter. Pour booster la consommation, les industriels vont faire appel aux premiers designers industriels et c'est à ce moment-là que le mode de production va basculer. On doit à un grand designer qu'on va voir tout à l'heure une phrase qui est devenue mythique, un Français qui a ensuite émigré aux États-Unis, qui s'appelle Raymond Loewy, et qui va écrire un ouvrage qui s'appelle « La laideur se vend mal », et donc qui pose justement les jalons de cette réflexion. C'est dans les années 20 et 30 qu'on va voir naître les premières grandes agences d'esthétique industrielle. Alors à ce propos, je fais une digression, mais il y a puisque les séries maintenant sont à peu près aussi bien faites que les films, je vous recommande la série qui s'appelle Mad Men et qui montre justement la naissance de ces grandes sociétés de design industriel dans les années 30, 40 et 50 aux États-Unis. C'est très très bien fait, c'est une série qui a été reconnue pour tous les recherches faites sur les décors, sur la véracité des projets présentés. Et vous allez voir d'ailleurs, je vous présenterai des projets produits par Loewy qui sont aussi présents dans cette série. Alors, toutes ces agences, elles vont promouvoir un style unique qu'on appelle le streamline, qu'on a un peu oublié aujourd'hui et qu'on va détailler avec des projets un peu plus en avant. Mais par contre, regardez déjà ces premières images. Ce streamline est caractérisé par l'idée d'une société américaine fondée sur le progrès, sur la vitesse, avec des objets qui ont des formes courbes et qui montrent justement cette notion d'avancée à travers les objets, des objets finalement qui rendent compte de cette société en plein essor. Alors, streamline en fait ça veut dire courant, mais c'est l'idée du courant, de la vitesse, on avance comme ça. Tous ces objets ont des allures de bolide, et la grande nouveauté c'est que jusque-là c'était des objets dévolus à la vitesse comme la voiture qui avait ce type de forme, mais désormais les objets du quotidien vont prendre des allures d'objets de vitesse, comme des voitures, comme les avions, les locomotives. Alors ici vous voyez en haut, au milieu là, le grand taille-crayon de Raymond Loewy qu'on va voir, un fer à repasser, une lampe, une voiture, un grille-pain, tout un tas d'objets qui deviennent aussi des objets produits en série. Donc c'est aussi un quotidien ménager qui est en train de changer, puisque la ménagère a désormais chez elle tout un tas d'objets produits qui lui permettent, qui facilitent son quotidien. Alors, premier grand membre du Streamline, c'est un designer qui s'appelle Walter Dorwinting, qu'on voit ici dans son bureau. Donc, personnage encore assez strict, qui représente un peu... Alors, vous voyez, c'est la figure entre l'artiste et puis l'industriel. Alors, Tig, il est né en 1883 et il va mourir en 1960. C'est un des plus vieux de la génération. Un des objets conçus par Tig, ici... Alors ce soir, vous allez voir, on va rentrer vraiment dans des objets plutôt du quotidien. Un appareil photographique qui a été vendu à je ne sais combien d'exemplaires, qui s'appelle le Kodak Bantam Special, mais en fait il va y avoir plein de séries après qui vont être reprises à partir de cet objet, qui est un objet assez révolutionnaire. Alors, Tig, je vous le disais, c'est le doyen de sa génération. C'est quelqu'un qui passe pour être le fondateur vraiment de la profession de designer industriel. C'est un des premiers à fonder son agence. En 1930, il commence par suivre des cours d'art assez classiques, et puis va se spécialiser en typographie, puis ouvrir son propre studio sur Madison Avenue à New York, donc qui est vraiment un lieu extrêmement connu, et il va faire du design et de son bureau un lieu de monstration, mais aussi un lieu de communication, puisque globalement ces designers vont devenir de plus en plus des communicants visuels et vont faire de la publicité une arme de propagande, j'allais dire, pour les produits et pour la consommation qui est visée. Alors ce qui est intéressant, c'est que comment Tig se met à fabriquer des objets, c'est tout simplement en visitant l'exposition des arts décoratifs de 1925 à Paris, dont on a parlé la dernière fois, cette grande exposition où Le Corbusier présente notamment le pavillon de l'Esprit Nouveau, présente les fauteuils LC2, LC3, LC4, et c'est en voyant ces premiers projets faits par des Européens
d'objets pour le quotidien conçus pour des habitations que Teague va avoir l'idée, lui aussi, non pas de réaliser uniquement des bâtiments, mais des objets pour ces bâtiments. Alors cet appareil photographique, il est réalisé pour la firme Kodak. Il est inspiré de ce premier appareil photo fait par Kodak bien plus tôt en 1897. Donc il reprend une forme mythique du premier appareil photo, tout en proposant un renouveau à travers les matériaux. Alors d'abord, le gros avantage de cet appareil, c'est que c'est un appareil qui n'est pas très grand et qui tient dans le creux de la main. Quand on a ça, c'est un peu plus compliqué de prendre des photographies sur le vif. Donc première innovation. La deuxième, c'est qu'il va concevoir, Teague, un soufflet en cuir rétractable, donc qui va permettre d'avoir aussi un objectif donc qui se rétracte et qui est donc un objet qui est à l'origine d'un objet qu'on peut déplacer assez facilement. Ça permet aussi de protéger l'optique quand on ne se sert pas de l'appareil photographique. Et puis Teague va utiliser des matériaux de son époque, puisque le boîtier est en Zamac, alors c'est un alliage de zinc et d'étain. Il va utiliser, vous voyez, il va poser des lignes comme ça sur le boîtier, qui ne sont pas uniquement des lignes décoratives, mais qui servent en fait d'antidérapant pour ne pas faire tomber l'appareil photographique. Et puis surtout, il va dessiner ces formes très arrondies de l'objet, qui sont caractéristiques de ce courant qu'on appelle le streamline. Donc ça, c'est un objet qui va être acquis par énormément de personnes. Alors même si un appareil photographique, ça coûte encore très cher, mais c'est un objet qui va rentrer dans de nombreux foyers. Alors, autre grande personnalité du streamline, c'est Raymond Loewy. Alors, j'ai pris cette photographie parce qu'elle est assez représentative. Vous voyez tous les objets que Loewy a participé à concevoir, réhabiller. Donc ça va du paquet de cigarettes à la bouteille de Coca-Cola, aux avions, aux bus, etc. Loewy, c'est une personne très atypique. D'abord, c'est un Français émigré aux États-Unis et c'est quelqu'un donc qui va être un peu à la jonction entre la culture européenne et la culture américaine. Il est né en 1893 à Paris et il décédera en 1986 à Monaco. Il reviendra à la fin de sa vie travailler en Europe et particulièrement en France. Il est à la fois designer et graphiste de formation. Il commence il sert pendant la Première Guerre mondiale en Europe comme militaire, et puis ensuite il part aux États-Unis en 19. Alors, ce qui est intéressant aussi chez Loewy, c'est qu'il va commencer sa carrière comme étalagiste dans des grands magasins américains, dont Macy's, et puis il va travailler comme graphiste pour des magazines comme Vogue ou Harper's Bazaar. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à la jonction entre la communication, le design, la publicité. Il va ensuite, après ces différentes étapes, ouvrir sa propre agence et de design industriel. Et alors, Loewy va produire énormément de projets. Alors, ce qui est toujours compliqué, c'est que c'est des gens qui ont des agences. C'est comme si vous prenez Jean Nouvel. Jean Nouvel, il signe ses bâtiments, mais il ne travaille pas tout seul. Bon, Loewy, on lui a reproché d'avoir souvent revendiqué la création seule d'un certain nombre de choses, alors qu'on sait qu'il avait une grosse agence. Mais parmi ces créations, on compte quand même Coca-Cola, les voitures Studebaker, le Keystrike, les logos de BP, de Lu en France, de la marque Newman, de Cobb, de L'Oréal, de Monoprix. Oui, c'est quelqu'un qui a quand même une emprise très très forte. Alors, un des premiers objets qui font connaître Loewy, c'est ce fameux taille-crayon en aluminium moulé qui date de 1933. Alors, ce qui est étonnant avec ce taille-crayon, c'est que s'il n'y avait pas, j'ai pris volontairement une photographie avec un crayon à l'intérieur, mais s'il n'y a pas le crayon, on a un peu de mal à dire que c'est un taille-crayon. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que Loewy applique des matériaux et un dessin qui sont vraiment dérivés de l'industrie de l'automobile, et puis de l'industrie vraiment vraiment de la grosse industrie, mais qu'il applique à un objet du quotidien. Il choisit volontairement une ligne aérodynamique que vous verrez très proche d'un autre projet que je vous présenterai tout à l'heure, et puis un revêtement chromé qui lui aussi est normalement plutôt du domaine de l'automobile. Donc ce que Loewy veut montrer, c'est que l'idée du mouvement s'applique plus uniquement à des objets mobiles, mais aussi à des objets immobiles et des objets assez simples comme un taille-crayon. Deuxième grand projet de Raymond Loewy. Alors je sais qu'aujourd'hui on ne fait pas la promotion du tabac, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait partie de l'histoire.
le paquet de Lucky Strike. Il faut imaginer que les États-Unis dans les années 40, d'abord tout le monde fume énormément, les femmes, les hommes, que la cigarette c'est donc non seulement un objet du quotidien, mais vraiment un objet de communication et qui porte un message. Alors comment Loewy arrive à travailler sur ce paquet de Lucky Strike? Tout simplement parce que à l'origine il y a un paquet qui est de couleur verte, qui n'est pas très en vie finalement, parce que jusque-là la cigarette c'est plutôt quelque chose presque d'utilitaire, mais il n'y a pas encore l'idée de suggérer l'envie chez le consommateur de fumer une cigarette. Et alors la contrainte, c'est que l'État américain impose déjà eh bien, un certain nombre d'informations sur ce que contiennent les cigarettes et sur la dangerosité de ce produit. Habituellement, donc, le paquet a une face verte et au dos, il y a toutes les indications qui sont détaillées. Alors le coup de génie de Loewy, ça tient à deux choses. C'est d'abord, vous voyez que les informations en fait sont portées sur la tranche et que donc du coup le logo peut prendre toute sa place sur le paquet de cigarettes, et puis qui va associer aux cigarettes la couleur blanche. Et le blanc, comme vous le savez, c'est le contraire de la toxicité, c'est plutôt l'idée de la pureté. Et donc il va faire du paquet de Lucky Strike un objet qu'on a envie de posséder, et surtout il va pouvoir inclure ce logo qu'il recompose sur les deux faces, ce qui fait que quand vous posez un paquet de Lucky Strike, peu importe comment vous le posez, on voit toujours le logo en évidence sur les tables. Alors ces derniers temps ça a bien changé parce que maintenant on a des paquets neutres, mais vous voyez que c'est la base quand même de ce qui va se faire pendant de très nombreuses années. Pardon. Alors, on verra. Alors, je vous ai mis une petite vignette pour que vous voyez l'ensemble des logos conçus, enfin l'ensemble, un aperçu des logos conçus par Loewy, dont ce fameux logo Shell. Lui, alors, on comprend quand même que rapidement, Loewy va arriver à un usage de la typographie assez intelligent, parce que si vous prenez le paquet lu, le message, il est très simple, c'est simplement la marque sur un fond rouge. On arrive à une typographie qui est souvent plutôt, qui fait envie, qui est assez ronde. Vous voyez, on est dans un message qui est codifié, qui va à l'essentiel, qui doit vous donner envie de consommer le produit, ou en tout cas de lire efficacement un message. Alors le logo Newman que vous voyez en haut, qui est un logo qui est lisible dans les deux sens, donc ça c'est aussi une trouvaille de Loewy, ce jeu sur la typographie, et puis ce logo. En fait aujourd'hui Newman en France, il n'y a plus beaucoup de boutiques et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, mais tout le monde connaît ce logo. Et tous les logos qui sont là, même si on habite au fin fond de la France et qu'on n'a pas la télévision et qu'on n'accède à rien, c'est des logos qu'on connaît tous ou qu'on a tous croisés. Alors on va revenir sur Loewy un petit peu plus tard, mais autre projet qu'il a réalisé. Alors Loewy a travaillé beaucoup pour Coca-Cola. Il a travaillé dans un premier temps, vous voyez un distributeur en haut à droite, donc on reconnaît les courbes comme ça du streamline, et la fameuse bouteille de Coca-Cola qui est encore dont les actuelles sont encore très proches. Parce que jusque-là, les bouteilles de Coca-Cola, elles ressemblent plus à des bouteilles d'Orangina ou de Perrier, elles ont une forme un peu comme ça, ronde. Et Loewy va leur donner comme ça cette forme haute, élégante, qui donne envie. Et il ne va pas se contenter simplement de dessiner l'objet, mais de concevoir tout un environnement en fait qui donne envie de consommer. Donc des distributeurs, c'est l'époque de la naissance de pas mal de distributeurs, et tout un nouveau moyen de consommer, puisqu'il n'y a plus que la bouteille, mais il y a la fontaine, il y a tout un tas d'objets qui rappellent l'univers de Coca-Cola. Dans le quotidien de l'Américain moyen, eh bien cet Américain va croiser la marque ou l'objet Coca-Cola un certain nombre de fois dans sa journée. Et c'est comme ça que Coca-Cola va développer comme un empire qui est l'empire qu'on connaît aujourd'hui. Alors, autre designer du streamline, c'est Henri Dreyfus, qu'on a un peu oublié aussi, puisque Loewy avait une personnalité aussi qui faisait qu'il occupait beaucoup de devant de la scène. Alors Dreyfus, il a été beaucoup moins encensé que ses collègues, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la respectabilité de la profession, en appuyant ses recherches notamment sur la sociologie, sur le travail sur le corps, les proportions du corps, etc. Et donc il a, parallèlement aux objets qu'il a dessinés, mené un travail théorique
qui s'appelle Design centré sur les besoins humains. Alors là, on rejoint aussi toutes les recherches qui sont faites en Europe par le Corbusier. Vous savez que ce personnage, enfin le modulor, toute l'idée que eh bien, les objets doivent être adaptés aux proportions du corps, etc. Alors Dreyfus, il va créer un ouvrage qui s'appelle Design for People, donc le design pour les gens. Donc là, on est vraiment au cœur de la pensée de Dreyfus. C'est un design qui est adapté aux gens et pas à des gens qui s'adaptent à des objets. Donc je vous ai gardé un petit extrait. Il dit « Nous avons gardé à l'esprit que cet objet auquel nous travaillons va être utilisé par les gens, individuellement ou en masse. Ils vont voyager dedans, s'asseoir dessus, le regarder, parler dedans, le faire fonctionner, s'en servir d'une manière ou d'une autre. » Bon, c'est une idée assez basique comme ça, mais pour l'époque, ça va vraiment contre eh bien, tout ce qu'on a connu des arts décoratifs, d'objets qui sont faits pour être de plus en plus jolis. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dreyfus, il invente, alors c'est un des pionniers du marketing, deux consommateurs types qu'il appelle Joe et Joséphine, qu'il complète par un exposé sur l'anthropométrie, et donc il donne à chacun de ces deux personnages des caractères, des habitudes de consommation, des mensurations, etc., pour essayer de faire de ces deux personnages eh bien, des gens représentatifs de l'américain moyen et d'essayer de comprendre leurs besoins. Alors ici, je vous présente un objet assez mythique du design américain. Je regardais d'ailleurs en préparant la conférence les valeurs d'assurance d'objets comme ça aujourd'hui et en vente aux enchères, c'est absolument incroyable. Des fois, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ce fameux téléphone, qui s'appelle le téléphone 300, si vous regardez un peu sur Internet, vous verrez qu'après, il y a 301, 302 qui sont des variations. Il est donc lancé en 1937 par des laboratoires qui s'appellent Bell, puisqu'à chaque fois, ces objets... Alors c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que tous ces designers n'ont pas forcément gagné beaucoup d'argent avec ces projets, puisqu'ils sont toujours financés par l'industrie. Donc l'industrie finance la recherche, mais c'est ensuite l'industrie qui gagne aussi de l'argent avec ces réalisations. Alors c'est un téléphone qui paraît très simple, mais c'est un des premiers téléphones qui relie les écouteurs et le micro dans un seul objet. Donc grosse avancée quand même. Dreyfus utilise un matériau très courant pour l'époque qu'on voit moins aujourd'hui, la bakélite, parce que de la bakélite se dégage beaucoup de formaldéhyde, vous savez, ce qu'on trouve dans les biberons, etc. Donc, enfin, plus maintenant, j'espère. En tout cas. Donc c'est un matériau qu'on n'utilise plus tellement, qui est assez lourd, qui a quand même la particularité d'être assez chaud et qui est mieux d'ailleurs pour des objets qu'on porte sur le visage, c'est moins froid que du métal. Et cet objet, donc, qui est assez rond, qui rejoint aussi les codes du streamline, il est vraiment fait pour s'adapter à la forme du corps et pas l'inverse. Autre objet produit par Henri Dreyfus, qui date de 1936. Alors, c'est fou, hein, parce que quand on voit un objet comme ça, moi j'aurais eu beaucoup de mal à le dater en fait. C'est années 30, 40, 50, 60, non, année 1936, donc c'est très tôt. Alors c'est une des premières carafes thermos, là aussi c'est une grosse avancée de l'industrie, de pouvoir transporter plusieurs heures des produits froids et chauds, produit pour une compagnie qui s'appelle l'American Thermos Company, et qui est en aluminium, en bakélite de nouveau, et en verre. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dreyfus il dit que pour avoir conçu cet objet, il s'est inspiré de clichés grecs anciens, et effectivement il y a cette idée. Et en même temps, les contours profilés de l'objet, l'emploi du chrome, de la bakélite, le contraste entre ces matières, ces couleurs pop et puis le métal, c'est vraiment un objet caractéristique de ce courant streamline. Et puis des objets qui vont ensuite investir le quotidien des Américains, mais aussi des Européens dans les années 40 et 50. Alors, ces designers vont se regrouper et réaliser en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment important parce que la guerre va faire que toutes ces recherches vont en partie s'arrêter, parce que beaucoup de designers vont aussi travailler à des projets liés à la guerre, liés à l'armement, au design des ordinateurs, on le verra tout à l'heure. Mais ces grands designers de streamline vont réaliser en 1939 une grande foire, la New York World's Fair, qui est réalisée au Flushing Meadows, dans le Queens,
et qui a pour ambition d'égaler la première exposition universelle de Londres en 1851. Donc l'objectif, c'est aussi de faire des États-Unis une nation qui est capable de rivaliser avec l'Europe, avec les projets industriels américains, non seulement de rivaliser, mais de dépasser les projets européens. Donc cette foire, elle est imaginée par Teague qu'on a vu, Dreyfus, Lowy et un autre designer qui s'appelle Norman Bell Gates. Cette foire, dont on voit l'affiche, on en retient deux bâtiments très importants qui ont cette forme de cône et de sphère qui s'appellent le périsphère et le trilone. Donc le plus haut fait 60 mètres de haut et sera un élément comme ça qui va marquer en fait les visiteurs. Alors c'est une foire où il est question de consommation, mais les vedettes vraiment de cette foire, c'est les grands designers. Alors vous voyez une photographie, une vue nocturne de la foire de New York. Vous voyez qu'ils font pas quand même dans la demi-mesure. Vous voyez les deux bâtiments dont je vous parlais dans l'espace. Et il va y avoir des... Voilà, c'est complètement fou, vous allez voir plusieurs images. Alors Teague, lui, il imagine un projet qui s'appelle la route de demain. Donc c'est pour le pavillon Ford. Là on voit aussi encore la collaboration entre les designers et les grandes entreprises. Et donc qu'est-ce que c'est cette route? C'est un circuit de 4 km intitulé la route de demain. Donc il y a cette idée aussi du futur et de ce qui va devenir de la consommation, des routes et des comportements. Et donc c'est une grande route où chacun des visiteurs peut essayer les véhicules Ford nouvellement construits sur cette route assez sinueuse. Et alors on est presque chez Jacques Tati, vous voyez, dans le côté quand même... Donc voilà, et vous voyez, c'est des voitures tout à fait représentatives de ce courant streamline. Alors Bell Gates, dont on n'a pas parlé, il va concevoir un pavillon qui s'appelle le Futurama, qui est un pavillon pour la General Motors, avec une maquette qui s'appelle la maquette du monde en 1960. C'est très très drôle parce que en fait c'est une maquette. Je vous montre une autre image. On voit quelqu'un qui travaille sur la maquette, c'est drôle. Donc vous voyez là, les gens sont suspendus dans le vide et regardent cette fameuse maquette qui est censée montrer tout le développement des villes futures, des immeubles, des buildings, des routes. Alors c'est assez chirurgical, vous voyez, c'est très bien ordonné. Mais je trouve ça assez fascinant, en fait, de cette mise en scène et cette façon assez simple, finalement, de regarder le monde de demain. Et vous voyez, alors, voilà, l'organisation de la société et cette vision assez futuriste qu'on va retrouver progressivement, d'ailleurs, en écho dans le cinéma de ces années-là. Alors, Dreyfus, lui, il est chargé d'un pavillon qui s'appelle, alors j'ai pas trouvé de photographie, mais la Demonstration Call Room, donc la pièce de démonstration d'appel. Alors c'est très drôle, en fait, il y a des visiteurs qui sont présélectionnés sur la foire, qui sont invités à téléphoner gratuitement n'importe où aux États-Unis. Donc c'est pour montrer aussi le développement des communications. Le téléphone que je vous montrais tout à l'heure, c'est pas seulement un objet du quotidien, aussi c'est vraiment la démonstration de cette société de communication qui est en train de naître. Et Lowy, lui, qu'est-ce qu'il imagine? Une locomotive. Alors, c'est souvent un des objets qu'on retient le plus du Streamline, cette locomotive qui s'appelle Steam One, qui est réalisée pour les chemins de fer de Pennsylvanie. Et donc, vous voyez la forme de cette locomotive. Alors, on dira, il y a eu beaucoup de débats, de savoir si Lowy avait repris un projet existant, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il va trouver un moyen de rifter assez différemment les plaques de métal et du coup de donner cette forme très arrondie qui évoque l'idée de vitesse et cette locomotive qui va défiler dans les paysages américains très grands doit justement incarner les valeurs de cette Amérique montante qui, à la veille de 1939, est une puissance économique très forte. Alors, après ça, quelques mois après, c'est la Seconde Guerre mondiale, donc on a marqué une pause dans le développement du design. Et on passe maintenant à l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y a deux figures qui sont vraiment les héritiers de la pensée du Streamline, qui s'appellent Charles et Ray Eames. Alors, ce qui
Ce qu'on peut retenir, c'est que Charles Eames va commencer à travailler pendant la Seconde Guerre mondiale à des projets plutôt utilitaires et que c'est à partir des brancards qui sont conçus en vitesse et en série par l'industrie et qui sont faits de fibres de verre et de coques monomoulées qui va avoir l'idée de concevoir des objets. Donc c'est à partir de son expérience de designer requis pour travailler sur des projets d'armement qu'il va ensuite faire appliquer ses découvertes et ses innovations. Alors j'ai mis une photo de Charles et Ray Eames parce que souvent on a l'impression qu'il n'y a que Charles Eames qui existe, comme s'il avait tout fait tout seul, alors qu'aujourd'hui on sait que le rôle de Ray Eames est très très important dans leur création. Alors, comment ils se rencontrent? Charles Eames, il commence par étudier l'architecture. Alors ça c'est intéressant de garder ça en tête parce que ça va avoir beaucoup d'importance dans son design ensuite. En 1930, il ouvre son premier cabinet. Et là, il va rencontrer une personne déterminante, que j'ai pas le temps de vous présenter ce soir parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur tout le monde, et qui s'appelle Eliel Saarinen, qui est un grand architecte, qui a un fils qui s'appelle Eero Saarinen, qui va construire notamment l'aéroport JFK à New York. Et c'est Eliel Saarinen qui va inciter Charles Eames à reprendre des études, notamment au département de design expérimental de la Cranbrook Academy of Art dans le Michigan. Non seulement Charles va reprendre des études là-bas, mais ensuite il va devenir le directeur du département de design, et c'est comme ça qu'il va aussi avoir des moyens pour créer ses premiers projets. En 1940, Saarinen fils et Charles Eames vont participer à un grand concours lancé par le MoMA sur la réalisation d'objets pour le quotidien. Alors, ce projet ne va pas aboutir, néanmoins, il est à l'origine du projet que je vous présente ici, qui est réalisé plus tard, en 1950, alors que Charles et Ray, qui se sont rencontrés à la Cranbrook Academy, s'installent en Californie et ouvrent une agence dans laquelle ils vont réaliser un certain nombre d'objets. Alors cette armoire est moins connue, mais vous allez voir, les objets après sont devenus des objets qu'on connaît tous. Alors cette armoire, qui est éditée par Herman Miller, c'est un des premiers exemples d'armoire démontable, conçue en série et surtout personnalisable. Et là c'est le début aussi... elle se décline en 3 hauteurs et 2 largeurs. Alors j'ai trouvé que deux systèmes différents. Les montants sont en acier. Là où Eames est intelligent, c'est qu'en fait quasiment chaque partie est proposée dans différents tons et différents matériaux. Donc il y a une combinaison assez grande de ce qui peut être fait. Donc les montants sont disponibles en acier, brut, laqué, en zinc clair et chromé. Les panneaux varient de la simple feuille métallique perforée au bois naturel ou laqué. On a des systèmes de portes coulissantes ou fixes, lisses ou en relief. Et en plus, il existe un module de 3 tiroirs en bois dans des gammes de couleurs différentes qu'on peut également assembler. L'ensemble est structuré par les croisillons métalliques qu'on voit par transparence. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, cet objet est complètement en avance sur son temps et qu'en fait les consommateurs vont être désarçonnés par ça parce qu'ils ne savent pas comment choisir, monter eux-mêmes. En fait c'est un projet qui va être très rapidement arrêté puisque l'idée même d'assembler soi-même son mobilier, elle est trop en avance, et donc il y a un écart entre l'argent qu'on peut mettre dans un mobilier et il faut dépasser l'idée de qu'on va le monter soi-même. Donc les gens ont du mal à dépenser de l'argent pour quelque chose auquel ils doivent participer. On voit qu'aujourd'hui on a largement dépassé le problème. 3 chaises qui sont des... Alors, comment on dit, largement imitées, jamais égalées. On voit souvent des copies de ces chaises. D'ailleurs dans tous les magasins en ce moment c'est la grande mode. Alors regardez bien comment sont posés les croisillons métalliques. Certaines, alors ici je vous montre 3 possibilités, mais chaque chaise
et déclinés dans différentes couleurs, et parfois avec des piétements en bois, parfois avec des piétements métalliques. Donc, toutes ces chaises datent des années 1950 et elles sont issues d'une collaboration avec le même fabricant de meubles qui s'appelle Herman Miller. Elles sont réalisées en contreplaqué moulé. Donc là, justement, c'est ce que je vous disais sur le travail qui est fait pendant la guerre par Charles Eames. Et ce travail du contreplaqué moulé, ainsi que l'utilisation de fibres de verre moulé, leur permet plutôt de créer des formes qui jusque-là n'étaient pas possibles, et notamment des formes qui épousent le corps. Donc on n'a plus de jonction entre différents matériaux, on n'a plus de pièces métalliques pour rifter, pour assembler, on a donc un objet qui est censé être beaucoup plus confortable. Dans le même temps, les Eames travaillent sur un design qui est quand même assez épuré, donc c'est la fonction de l'objet qui prime plutôt que le dessin. Et ces pièces, ce qui est intéressant, c'est qu'elles marquent la naissance d'une nouvelle génération de chaises polyvalentes, parce que jusque-là, en fait, on a des chaises pour la cuisine, on a des fauteuils pour le salon, on a des chaises pour la chambre, mais on n'a pas des chaises qui font tout ça et qui puissent passer d'une pièce à l'autre. Ils inventent l'idée aussi du mobilier coloré, décliné dans tout un tas de tons différents, ce qui permet donc de créer des univers à partir d'une même pièce différents au sein de la maison. Donc ça aussi, c'est des pros du marketing naissant. Et donc d'avoir quand même l'idée qu'on a des chaises qui s'adaptent en fonction des pièces, des couleurs et de la décoration. Elles sont en plus légères, résistantes, facilement nettoyables parce que la matière fait qu'avec un simple coup d'éponge on peut nettoyer, c'est donc aussi relativement hygiénique. Ces chaises sont aujourd'hui devenues des pièces cultes, elles sont toujours éditées par la maison Miller. Malheureusement, elles atteignent des sommes un peu records, mais paraît-il, elles sont très solides. Alors, parallèlement, ce design d'après-guerre va en fait se décliner beaucoup comme un design par pays. Chaque pays va revendiquer une esthétique et un dessin, un usage assez différent. Alors Jacobsen, Jacobsen même, c'est le Danemark, c'est une autre façon de penser, mais on voit bien que le fonctionnalisme est aussi au cœur de la pensée de ce designer. Alors Jacobsen, il est né en 1902 et il est mort en 1971. C'est avec Pantone, dont on parlera après, un des grands designers de l'époque, mais il y a aussi des gens comme Jörg Janssen, Kay Boyesen, Karl Klint, Hans Wegner, qui sont des designers très connus au Danemark, dont on parle un petit peu moins. Alors, ce qui est drôle, c'est que Jacobsen, il commence par des études de maçonnerie. Donc, il est vraiment dans la construction pure et dure. Puis ensuite, il s'oriente vers des études d'architecture. Et il va travailler avec quelqu'un qui s'appelle Kay Fisher, qui est architecte et designer. Et c'est comme ça qu'il va progressivement passer au design. Il va fonder une agence à Hellerup, au Danemark, dont il s'occupera jusqu'à sa mort. Ici, donc une photo de Jacobsen dans un de ses fauteuils mythiques, donc on va voir après. Et il va commencer par dessiner des objets de consommation courante qui font vraiment partie du quotidien, dont ces couverts en acier inoxydable. Donc ces couverts, c'est vraiment l'approche fonctionnaliste, c'est des couverts dont Jacobsen réduit le dessin à l'essentiel, qui sont censés s'adapter à la morphologie et à l'usage de la découpe ou bien du service avec la cuillère et la fourchette. Donc la définition de ce design fonctionnaliste, c'est un objet dont le design est dicté par les matériaux et les procédés industriels impliqués dans sa réalisation et sa fonction future. Donc c'est toujours cette idée du matériau, de la façon de le produire et de la fonction de l'objet. Alors ces couverts, on les retrouve dans un film de Stanley Kubrick qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace, puisqu'à l'époque, ils apparaissaient comme extrêmement futuristes, malgré un dessin plutôt simple.
Les objets qui vont faire basculer Jacobsen vraiment dans le design international, c'est ces 3 chaises et fauteuils. Donc, en haut, le fauteuil Swan, donc, qui veut dire cygne. Dessous, le fauteuil Egg, donc dans lequel on voit Jacobsen ici. Et puis la fameuse chaise fourmi qui va valoir à Jacobsen le Grand Prix de la Triennale de Milan. Alors, ces différents fauteuils, vous remarquerez que dans l'histoire du design, le fauteuil et la chaise, c'est vraiment la pièce qui permet toujours de se faire connaître. Leur réalisation est rendue possible grâce à une collaboration avec un grand fabricant danois de meubles qui s'appelle Fritz Hansen. Les techniques de l'après-guerre permettent à Jacobsen de mettre en application des idées qu'il a développées bien avant la guerre. Et ces fauteuils et chaises sont donc l'aboutissement d'une pensée qui déjà s'ancre dans les années 1930. Alors, la grosse avancée qui permet de travailler, c'est comme chez les IMS, le moulage en contreplaqué et en fibre de verre pour réaliser des fauteuils d'un seul tenant, en forme de coque, mais aussi des formes organiques qui s'adaptent aux formes du corps. C'est en ça qu'on dit souvent que Jacobsen doit beaucoup aux recherches des IMS. La différence, c'est que Jacobsen est reconnu pour sa recherche d'élégance un peu plus peut-être importante que ce qu'on peut trouver chez les IMS. Alors ça c'est un débat, je ne sais pas si c'est plus beau ou moins beau, c'est pas la question, mais en tout cas, Jacobsen a toujours dit qu'il essaie de faire une forme utilitaire, mais également de donner un peu d'élégance à ses projets. Alors, et en cela d'ailleurs, il est très proche finalement des recherches des Scandinaves et d'Alto par exemple, qu'on a vu il y a quelques semaines, qui lui aussi essaie d'allier l'idée du fonctionnalisme à celle d'un objet qui puisse être organique. Alors, si on détaille un peu une des 3 pièces, j'ai choisi la chaise fourmi. Alors, elle est réalisée en contreplaqué moulé et elle est montée sur 3 pieds en tube d'acier chromé. Donc déjà, on dépasse la chaise classique puisqu'il y a 3 pieds et plus 4 pieds. Il y a tout un travail sur la stabilité qui est réalisé. La moitié supérieure de la coque est arrondie, le bas est rétréci et séparé du haut par ce que Jacobsen appelait des formes de hanches. Donc c'est aussi une évocation du corps humain. C'est cette silhouette très très étroite qui a valu le nom de fourmi à cette chaise, qui ne s'appelle pas la chaise fourmi au départ, et qui n'est plus seulement une prouesse du design de l'époque, mais qui devient rapidement un emblème de l'époque et du design de cette période. Donc, comme je vous le disais, avec cette chaise, Jacobsen remporte un très grand prix qui est celui de la Triennale de Milan, puisque Milan est dès les années 50 et 60 un haut lieu de développement pour le design et pour l'architecture. Donc le Grand Prix de la Triennale de Milan, c'est pas rien. Dans un premier temps, Jacobsen va développer des versions en teak, donc marron, assez sombre, qui reprennent plutôt les codes du design danois. Puis rapidement, il va développer cette chaise dans tout un tas de couleurs plus pop, un peu comme les IMS vont le faire. Ici, je vous montre une photographie d'un bâtiment qui a été réalisé par Arne Jacobsen à Copenhague, qui s'appelle le Radisson Blu Royal, qui est un hôtel. Ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que le design chez Jacobsen, c'est toujours conçu comme quelque chose qui fait partie de l'architecture. Il dessine des bâtiments dans lesquels il introduit des objets qu'il a dessinés pour ce bâtiment. Et il dit qu'il y a toujours un équilibre entre les formes de son architecture qui sont plutôt horizontales et verticales, plutôt raides, et, à contrario, un mobilier qui offre des formes plus souples et qui crée une atmosphère chaleureuse. Il dit bien que son bâtiment, il n'existe pas sans le mobilier qui est à l'intérieur, et inversement. Un autre Danois, assez... Alors, je vous montre une gamme de mobilier d'Arne Jacobsen, que peut-être vous connaissez. Alors, souvent, c'est toujours vendu, mais peut-être que le cendrier, vous le connaissez. C'est un cendrier qui est très ingénieux parce qu'en fait, on met sa cendre comme ça à l'intérieur. Ensuite, on retourne simplement avec la petite baguette et ça clôt le cendrier, donc il n'y a plus d'odeur. C'est un objet
qui ne ressemble pas à un cendrier, a priori, et qui appartient à toute une gamme d'objets que vous voyez et qui datent de 1966, dessinés pour l'entreprise Stelton et qui existent toujours aujourd'hui. Alors Pantone, autre danois, très connu, sauf que Pantone, en fait, il est né alors en 1926 au Danemark, mais très rapidement, il s'installe en Suisse dans les années 50. Et c'est cette installation en Suisse qui va faire que Pantone est à la fois un Danois dans la conception du mobilier, mais qu'il s'éloigne un peu, notamment en utilisant beaucoup de plastique, de la conception danoise qui est aussi beaucoup tournée vers le bois, et qu'on a du mal souvent à lire l'influence danoise dans le travail de Pantone, et que son travail lente davantage vers les États-Unis et l'Italie que vers le Danemark. Alors, le travail de Pantone, alors cette chaise en est vraiment l'illustration, se caractérise par une recherche constante sur la technologie et les matériaux de synthèse. Donc ça, c'est une chaise qui est empilable, qui est construite dans un matériau de polymère qui est une forme de matériau de synthèse de plastique. D'emblée, ce qui est frappant, c'est que la courbure de la chaise et sa structure en porte-à-faux eh bien, frappe. On a une chaise, on ne sait pas quel est le degré de stabilité de cette chaise, et pourtant quand on est assis dessus, on tient bien assis, sans problème, et il n'y a pas de risque de tomber. Elle est réalisée donc en polyester renforcé, et c'est une des premières chaises monoblocs en plastique moulé. Donc là, on va encore plus loin que les travaux qu'on voyait des IMSS tout à l'heure, où on a des pieds qui sont reliés à la chaise. Là, c'est une seule pièce. Là aussi, il y a des contrefaçons très nombreuses. D'ailleurs, si vous voulez une astuce, savoir si c'est une contrefaçon, souvent, les contrefaçons, il y a une pièce de renfort qui est posée en bas, parce que c'est difficile en fait de reproduire cette forme justement équilibrée, alors que les véritables chaises de Pantone, qui sont toujours éditées par Vitra, sont en une seule pièce. Alors maintenant, on fait un saut dans un autre pays qui est l'Allemagne, qui est un pays pionnier dans le design des années 50 et 60, notamment à travers une école qui s'appelle l'école d'Ulm. Alors, cette école que vous voyez, qui s'appelle la Hochschule für Gestaltung d'Ulm, donc une école pour la conception de la forme, donc qu'on abrège HFG, elle est inaugurée en 1955. Vous voyez une vue de l'intérieur de ce grand bâtiment, qui n'est pas sans rappeler le grand bâtiment du Bauhaus, construit à Dessau, et alors le premier directeur de cette école, mais aussi l'architecte de cette école, c'est Max Bill, qui est un élève du Bauhaus, donc, qui permet de faire la transition. Cette école, au départ, elle se pose comme l'héritière directe du Bauhaus. Les références sont nombreuses et assumées. Alors j'ai trouvé un petit extrait du discours d'ouverture d'un des enseignants qui s'appelle Thomas Maldonado pour l'année scolaire 57 et 58, qui dit « Nous reprenons du Bauhaus son attitude progressiste, anticonventionnelle, ses efforts pour apporter sa contribution à la société dans une situation historique donnée. » Alors on a un peu oublié, mais quand on est en 50, on se revendique du Bauhaus qui a été fermé par les nazis. Il y a d'abord une recherche de légitimité assez claire à des artistes de l'avant-garde qui sont tous partis aux États-Unis ou qu'on finit en camp ou internés, etc. Donc c'est très fort. Mais il y a aussi l'idée, clairement, de se poser dans la continuité des recherches que le Bauhaus a menées, d'essayer de lier l'industrie, l'art et l'artisanat. Alors, donc je vous disais que Max Bill, c'est le premier directeur. Malheureusement, rapidement, il va y avoir des dissensions et on va reprocher à Max Bill justement sa parenté trop proche avec le Bauhaus. Et il va être remplacé par une direction tripartite composée de 3 grands designers qui vont être Thomas Maldonado, un architecte hollandais qui s'appelle Hans Jugelot, je ne sais pas si on dit comme ça parce que je ne sais pas comment on prononce le hollandais, et un graphiste qui s'appelle Otto Eicher, qu'on va voir tout à l'heure. Tous les 3, ils vont axer l'école d'Ulm autour de un renforcement des matières théoriques et scientifiques, une ouverture vers les matières récentes comme la sémiotique, la théorie de la perception, la cybernétique, l'ergonomie. Donc en cela, ils se rapprochent du Bauhaus, mais en même temps, ils vont vers les avancées de la recherche les plus récentes. Et puis vers la connaissance et la maîtrise de techniques nouvelles appliquées à la production en série.
Et une des firmes qui va collaborer énormément avec l'école d'Ulm et qui va finalement être mettre en application directe les travaux de cette école, c'est la firme allemande Braun, comme disent les Français, dont je vous montre un objet qui s'appelle le radio tourne-disque SK6. Donc ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit vraiment qu'on passe à la dimension industrielle. Vous voyez, souvent les objets sont appelés simplement par des lettres, par des chiffres. Il y a l'idée de la production en série qui est très importante. Donc cet objet, il est... d'abord revenons à la société Braun. Pourquoi la société Braun se met à collaborer avec l'école d'Ulm? La société Braun, elle est fondée en 1921 à Francfort. C'est l'une des premières à créer des objets du type phonographe, radio, rasoir électrique. Premier rasoir électrique en 1941, premier robot ménager en 1950. Donc c'est une firme qui va vraiment chercher à développer des objets pour le quotidien. Mais dès les années 50, William Braun, qui est directeur de la firme, va se rendre compte que pour vendre ses produits, c'est exactement ce que Lowy disait tout à l'heure, dans ses écrits, que la laideur se vend mal, et donc Braun va comprendre que des objets, pour être vendus plutôt que d'autres, vont devoir être dessinés et conçus par des designers. Il va recruter quelqu'un qui s'appelle Fritz Eichler, qui est enseignant à l'école d'Ulm, et qui va faire partie du département de design de Braun. Et Eichler va transposer pour Braun les grands préceptes de l'enseignement d'Ulm, qui sont fonctionnalité, qualité, ergonomie, esthétisme et innovation, les 5 grands piliers de la pensée de design allemand. Une fois que Eichler va être dans l'école, il va faire rentrer un certain nombre de ses collègues, comme Otto Eicher, Hans Jugelot, dont vous voyez une des réalisations, Dieter Rams, qui réalise aussi cet objet, et chacun d'entre eux vont ensuite monter dans la firme Braun et prendre des fonctions complémentaires. Alors, d'emblée, ce qui frappe, c'est qu'on voit bien qu'entre tout ce qu'on a vu jusqu'alors et maintenant, là, on est dans un fonctionnalisme extrêmement rigoureux, vraiment représentatif du design allemand. Mais en même temps, cette pièce, c'est vraiment un concentré de réflexion sur le design et sur la technologie. D'abord, c'est un des premiers tourne-disques qui rassemble dans un seul boîtier la platine, les haut-parleurs, donc réduit à l'essentiel. Aujourd'hui, ça paraît très simple, mais dans un boîtier en tôle d'aluminium plié, laqué blanc, rainuré sur 2 faces, donc pour faire entendre les sons de manière efficace. Et l'agencement, tout ça se fait assez simplement, c'est assez évident, mais il y a vraiment une recherche de ramener l'objet à l'essentiel, c'est-à-dire produire du son et un son de qualité. Alors, au départ, les 2 designers avaient pensé un couvercle en métal, mais ce métal, en fait, interférait avec les vibrations de l'objet, et donc ça créait un son qui était assez désagréable. C'est pour ça qu'ils ont remplacé ce métal par un plexiglas transparent. Et ce qui est ingénieux dans ce plexiglas transparent, c'est que du coup, ça souligne la fonctionnalité de l'objet. On voit d'emblée, même quand il est fermé, à quoi il sert et ce pourquoi il est fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que à cause de ce morceau de plexiglas transparent, cet objet a très vite été baptisé cercueil de Blanche-Neige. C'est pour ça que les designers ont proposé ces baguettes en bois qui réveillent et qui sont un peu plus chaleureuses et qui donnent une idée un peu plus confortable à un objet qui est un peu froid au premier abord. Il n'empêche que c'est un objet qui est primé et reconnu pour son efficacité technique, parce que c'est quand même ce que cherche Braun avant tout, faire des produits qui durent, qui sont reconnus. Le design, d'accord, mais que ce soit appliqué à des produits qui fonctionnent. Alors, d'autres objets faits par Dieter Rams, alors, vous voyez que c'est très innovant pour l'époque, c'est des formes qui sont passées dans nos quotidiens et qu'on continue de produire, de reproduire. Donc maintenant, on parle d'objets vintage, mais il y a encore plein de petites radios. Et là, vous voyez la petite radio en haut à gauche qui est petite, qui est portative. Voilà, ça c'est vraiment toute la pensée d'Ulm et qu'on va voir ensuite reprise par les Japonais. Le fameux rasoir Braun.
1969, donc fait par Rams et Fisher. Ben là aussi, c'est des objets qu'aujourd'hui on connaît tous, mais même si c'est un peu changé les rasoirs. Mais voilà, c'est l'esthétique Brown avec l'objet réduit à l'essentiel. Alors Otto Leicher, qui travaille lui aussi pour Braun et qui va revoir toute l'identité graphique. Otto Leicher, c'est quelqu'un d'assez avant-gardiste. C'est un des précurseurs de ce qu'on va appeler la communication visuelle. Donc ça, c'est des mots qui sont passés dans notre langage, mais ça n'existe pas tellement en 1966. Tout ce qui est communication non verbale, etc., c'est encore des choses qu'on ne connaît pas. Les théories sur la perception, la philosophie, Merleau-Ponty, tout ça n'est pas encore bien connu. Donc Otto Leicher, c'est quelqu'un qui a compris très vite que le graphisme, un peu comme Lowy l'a fait pour autre chose, le graphisme permet de véhiculer un message et que ce graphisme doit être réduit à l'essentiel. Alors ici, je vous présente le code graphique des Jeux Olympiques de Munich. Alors, si vous regardez ces petits bonhommes, c'est des petits bonhommes qu'on voit partout maintenant, hein, utilisés à toutes les sauces. Mais là, c'est une innovation radicale. C'est des pictogrammes pour chaque sport qui sont visibles sur l'ensemble des stands des Jeux Olympiques, qui caractérisent un mouvement avec un être humain qui est réduit à l'essentiel, pas de mais des pictogrammes qui vont être repris ensuite par tout un tas de designers. Alors Escher, il va travailler sur des pictogrammes, sur des identités visuelles, également sur des polices. Il va créer un certain nombre de polices et de typographies. Ici, bon, je vais essayer de parler fort parce qu'on m'apporte. Bon, ici, je vous montre un projet d'un élève de l'école d'eau. C'est un projet de fin d'études. Vous voyez que, quand même, c'est une vaisselle que vous connaissez tous. C'est la vaisselle caractéristique des restaurants, de tout un peu de choses, de l'aviation. Alors, aussi dans l'aviation, aujourd'hui, on a des gobelets jetables quand on en a. Mais c'est des objets très simples, empilables, fabricables en série. Et donc, moi, ce qui m'interpelle quand je vois ça, c'est que on a quand même, c'est un projet de fin d'études, mais c'est un projet qui est, merci carrément. C'est un projet qui est immédiatement applicable à la production en série. Donc, de cette école sortent vraiment des designers qui sont prêts à rentrer dans des grandes firmes et dans des grandes entreprises. Alors, si je vous montre ce projet, c'est parce que il est assez caractéristique du type d'expérimentations qui sont faites à l'école d'Ulm, qui sont vraiment centrées sur des objets du quotidien, qui ne sont pas du tout des objets démonstratifs, mais qui doivent répondre à tout un tas de questionnements courants du quotidien, être facilement nettoyables, empilables, qui puissent passer dans les nouveaux, dans tout l'électroménager qui est en train d'être conçu. C'est blanc, donc c'est symbole de pureté, de propreté, d'hygiénisme, et en même temps, comme c'est pas tellement typé, c'est applicable à toute collectivité ou à toute grande firme. Alors, l'école d'Ulm, ce qui va être très compliqué, c'est que d'abord il va y avoir beaucoup de dissensions assez rapidement. C'est une école qui va être critiquée également pour cette dimension théorique excessive. Alors c'est vrai qu'il y a des gens très dogmatiques dans l'école d'Ulm, dont Escher notamment. Et puis c'est aussi une école qui va développer des théories extrêmement progressistes qui vont inquiéter fortement l'Allemagne fédérale de la fin des années 60. Et la fin de l'école d'Ulm va être quand même très très violente. L'État allemand va profiter d'ennuis financiers qui pèsent sur l'école, puisque à l'époque c'est le Parlement de Stuttgart qui finance entièrement l'école, et le Parlement va exiger que le plan financier par les Ulmiens, comme on les appelle, pour maintenir leur école, soit validé par les 2/3 de la population. Donc autant vous dire que c'est signé l'arrêt de mort de l'école. L'école va fermer définitivement ses portes le 5 décembre 68, donc c'est l'époque du plein mouvement contestataire. Elle aura vécu à peu près 13 ans, donc à peu près autant que le Bauhaus. Elle va fermer, alors pas dans les mêmes conditions, parce que pour le Bauhaus c'est le nazisme montant qu'on ne peut pas comparer,
mais en tout cas dans une grande violence, parce qu'on reproche à beaucoup de gens de porter aussi un discours sur la perception, sur la manipulation, sur la manipulation de pensée, sur la consommation, etc. Et tous ces gens-là ne sont plus uniquement des designers, mais sont jugés comme des opposants aussi politiques assez forts. Cette école, elle aura réussi un pari considérable, c'est que parmi ses élèves, 50% étaient étrangers, il y avait 50 nations représentées dans l'école, et donc toute cette pensée va essaimer dans le monde, comme le Bauhaus, qui précédemment a immigré aux États-Unis. Parmi les professeurs, on compte quand même des gens absolument incroyables comme Joseph Albers, Charles Eames, Mies van der Rohe, donc qui eux aussi, vous voyez, tous ces gens en fait communiquent. Et cette école va jouer un rôle prépondérant dans l'histoire de l'industrie allemande, alors à travers un projet comme celui-ci, mais également, ici je vous montre un projet qui est conduit par Otto Leischer dans l'école. Donc c'est un projet collectif auquel les professeurs Hans Röhrig, Thomas Gonda et Fritz Keren-Gesser vont participer. C'est la refonte de l'identité de la compagnie Lufthansa. Alors ça n'a pas bougé, c'est toujours le même avion stylisé en forme d'oiseau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Escher va se voir confier l'identité visuelle de Lufthansa, il va travailler sur la charte graphique, la qualité des matériaux, les emballages, la signalétique des bâtiments, l'architecture intérieure, jusqu'au design des uniformes des hôtesses de l'air et des pilotes, de manière à concevoir un environnement visuel global. Et là, effectivement, il y a une évolution qui se fait. On sent que la communication visuelle et la publicité deviennent des éléments prépondérants dans le développement des grandes firmes. Alors vous voyez le petit plateau à bord. Vous voyez aussi les pictogrammes qui sont conçus par Escher. Dans n'importe quel aéroport aujourd'hui, vous avez ce type de signalétique. Donc là, ça date de 1962-63. Ça fait donc presque 60 ans, et vous voyez que c'est encore très, très efficace. Alors, autre firme, puisque je ne pouvais pas faire cette séance sans parler de cette firme, sur laquelle je vais passer un peu vite, parce que malheureusement, je ne peux pas développer le design IBM et puis ensuite Apple, ça fait l'objet d'un seul cours. Chez Apple, la notion de design est très importante. Mais tout ça, ça prend naissance dès les années 60 à travers la firme IBM. IBM, c'est comme Braun, une des entreprises certainement les plus intéressées par le dessin des produits. Alors comment IBM se fait connaître? C'est dès les années 30, en devenant un des leaders incontestés du secteur de la machine à écrire. Elle commercialise la fatigue de l'utilisateur et qui permet aussi un travail plus soigné et plus régulier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, IBM va se spécialiser dans la conception des premiers ordinateurs, et c'est comme ça qu'elle va prendre le pas en participant à l'effort de guerre. Son identité graphique, ensuite, de design et graphique, va être développée par deux grands designers, dont je vous présente un ici qui s'appelle Elliot Noyce, et par quelqu'un d'autre qui s'appelle Paul Randt, que je ne peux pas vous présenter ce soir. Mais retenez ces deux noms, Noyce et Randt. Ici, une machine de Noyce qui a l'air assez basique, mais qui est un concentré d'innovation technologique et de dessin. Alors, qui est Elliot Noyce? Il est diplômé de l'école d'architecture et de design de Harvard, donc rien que ça. Et c'est l'élève de Walter Gropius, fondateur du Bauhaus. Vous voyez comme ça que tout le monde navigue en fait. Il est nommé directeur au département design au MoMA en 1940. C'est lui qui organise le grand concours auquel Eames répond avec Saarinen. Et ensuite, il est remarqué par le directeur d'IBM, et donc il va passer de la sphère institutionnelle au monde privé et rentrer designer chez IBM. Ici, donc, un des grands projets de Noyce chez IBM, la machine à écrire Selectric One, mais il y en aura plusieurs. L'invention, d'abord, c'est un mécanisme révolutionnaire. Donc, sur une boule de la taille d'une balle de golf, on dispose en relief, sur 4 rangées, les 88 caractères nécessaires à l'utilisation de la machine. De ce fait, la mécanique interne de la machine est complètement transformée. Le chariot n'est plus mobile, mais peut rester fixe. Et c'est la boule qui tourne et se déplace pour imprimer sur un ruban de carbone en tissu
la lettre frappée. Donc de ce fait, en fait, toute la contrainte qui était autrefois faite sur le matériau, enfin sur l'objet, est remaniée. Et donc Noyes peut concevoir un objet qui est beaucoup plus compact, qui est plus fonctionnel, et donc le dessin peut évidemment changer. Il y a un capot qui cache définitivement le mécanisme une fois que la machine est fermée. Et il y a une fine tôle mécanique qui couvre les interstices entre les touches du clavier, qui est aussi une nouveauté. Ça permet que ce soit plus propre, il y a moins de poussière qui rentre dedans, et puis ça permet de poser ses mains de manière plus facile. Alors l'ensemble pèse quand même 14 kg, mais est disponible en 5 couleurs assez franches. Alors là c'est la plus sombre, il y a du rouge, c'est assez innovant pour l'époque aussi. La machine à écrire électrique peut devenir aussi un produit de consommation et quelque chose de séduisant, alors que jusque-là c'est l'objet uniquement fonctionnel. Rapidement, c'est un objet qui va être intégré dans les maisons américaines, dans les firmes, et c'est comme ça qu'IBM va aussi devenir une société extrêmement importante. C'est à travers des objets relativement simples, mais qui sont des concentrés de technologie. IBM va prendre la main finalement sur ses concurrents. Alors, autre firme qui s'inspire et de l'école d'Ulm et des Américains, c'est Sony. Alors, le Japon est un des pays pour lequel le design industriel va énormément compter et devenir une référence. Par contre, ce qui est compliqué au Japon, c'est que la culture japonaise fait qu'il est très difficile de définir les contributions individuelles des designers et que c'est souvent la firme qui prend le pas sur les designers. Donc, mis à part quelqu'un qui s'appelle Kenji Ekuan, on sait rarement qui a dessiné les produits. Alors Sony, comme Brown, va recruter des designers extrêmement en avance sur leur temps. Sony ne s'appelle pas Sony au départ, elle s'appelle la Société d'ingénierie et de télécommunications de Tokyo. Elle va se lancer dans les années 50 dans la fabrication de magnétophones, mais dans un premier temps, elle ne s'intéresse pas tellement au dessin, mais plutôt à la technicité. Progressivement, les Japonais vont se rendre compte que les États-Unis et l'Europe commencent à concevoir des produits dont le dessin est attrayant, et donc eux-mêmes vont faire appel à des designers pour rester sur le marché et pouvoir proposer des produits concurrentiels. Alors ici, alors ça fait un peu sourire, une télévision comme ça. Elle date de 1958. Ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, on note que c'est un objet qui a la jonction entre le fonctionnalisme allemand qu'on a vu tout à l'heure, on reconnaît un peu les couleurs propres à Brandt, et en même temps un certain minimalisme japonais, puisque dans la culture japonaise, le matériau, le dessin réduit à l'essentiel, c'est quand même très présent. Donc c'est aussi pour ça que certainement les Japonais et des firmes comme Sony vont devenir leaders sur des produits courants, c'est qu'il y a quand même dans la culture japonaise déjà quelque chose de présent avant même l'invention du fonctionnalisme. C'est une des premières télévisions ici dotée d'un transistor et d'un écran miniature de 20 cm. Elle est portable. Ses couleurs en acier à 2 tons de gris, donc ça donne à la fois une allure fonctionnelle et en même temps il n'y a aucun élément superflu. C'est une télévision réduite à l'essentiel. Alors l'aboutissement de la pensée des Japonais, c'est ce Walkman Sony qui date de 1979. Alors aussi ça laisse un peu, ça nous replonge quand même un peu en arrière. L'objet pour Sony doit évoquer l'idée de virtuosité technique, d'utilité, de rationalité, d'esthétique, d'originalité et de modernité, tout en suivant les règles du minimalisme. Donc la firme va développer un certain nombre d'objets, la télévision, le premier magnétoscope, le téléviseur couleur Trinitron et le baladeur Walkman. Donc c'est à l'initiative de Sony. Alors, un des premiers pays où le Walkman est commercialisé, c'est en Grande-Bretagne, sous le nom magnétophone stowaway, qui veut dire passager clandestin. Alors pourquoi ? Parce que le dirigeant de la firme, qui s'appelle Akio Morita, a un jour l'idée en avion de produire un objet pour écouter de la bonne musique en déplacement. Et donc, il demande la réalisation de ce fameux passager clandestin, qui devient très rapidement un énorme succès mondial. On a tous vu ou eu ce type d'objet. Et alors là où les Japonais vont surpasser tout le monde, c'est que
bientôt, Sony va inventer des objets dont on ne peut plus distinguer, le produit de la forme. Vous voyez, un baladeur, c'est cette forme-là. Et après, on aura beau essayer de trouver des designs performants et innovants, ils arrivent à produire des objets dont le dessin sera toujours finalement le dessin. Et c'est là qu'ils vont vraiment, les Japonais sont très très forts en matière de design. Alors, pour finir la séance, on fait un petit bond et je vous montre deux designers qu'on appelle postmodernes. Alors, c'est quoi le postmodernisme? C'est toujours il y a l'idée que il y a le modernisme, on invente des formes, et puis il y a le postmodernisme, on commence à réfléchir à l'histoire de ces formes et à leur réutilisation, et beaucoup de designers vont rendre hommage aux générations précédentes. Donc ici, je vous montre un projet d'un designer qui s'appelle Richard Sapper, dont je vous présenterai une autre pièce après, donc que je suis sûre que vous connaissez. Richard Sapper, qui est-il? Alors, il est né en 1932, il est toujours vivant, il est allemand. Ce qui est intéressant, c'est que lui commence par des études conjointes de philosophie, d'anatomie, d'art graphique, d'ingénierie mécanique et d'économie. Vous voyez, il a compris d'emblée qu'il faut bien tout ça pour être un bon designer. On voit aussi d'ailleurs que progressivement, la profession de designer, parce qu'il va y avoir aussi la concurrence qui va s'installer, va devenir une profession de plus en plus diplômée, référencée. Donc il fait des études à l'université de Munich, ville dont il est originaire, et puis ensuite il rentre dans un bureau qui est le bureau Daimler-Benz à Stuttgart. Et vous savez que l'univers de l'automobile, c'est vraiment un univers où l'ingénierie et l'esthétique se mêlent à merveille. Et chez Daimler-Benz, Sapper va comprendre que vraiment un objet pour se vendre doit être beau et que l'ingénierie permet de concevoir des objets toujours plus performants. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 1958, Sapper va déménager en Italie et il va se rapprocher d'un designer qui s'appelle Marco Zanuzzo, qui lui, dans un design qu'on ne peut pas voir ce soir encore par faute de temps, mais que je vous invite vraiment à découvrir. Zanuzzo, c'est à la fois le fonctionnalisme mais en même temps une grande liberté dans le design et dans l'expression des formes. Et c'est peut-être ça que Sapper va retenir, c'est qu'on peut produire des objets fonctionnels, on peut être rationnel, mais en même temps on peut aussi se sentir libre. Et donc un des projets que Sapper et Zanuzzo vont développer ensemble, c'est ces petites chaises, dont on retrouve beaucoup de copies aussi aujourd'hui dans toutes les collectivités, qui sont des chaises colorées, qu'on peut empiler, elles sont en polyéthylène moulé par injection, donc facilement produisibles. Elles appartiennent à la génération des objets en plastique. Là, on voit vraiment qu'on est dans encore une autre façon de concevoir, alors même si aujourd'hui on y revient. C'est 1964, c'est quand même tôt par rapport à ce qu'on peut envisager quand on voit cet objet. Ces chaises sont toujours conçues par Cartel aujourd'hui. Et l'ambition, c'est de produire des objets facilement productibles, lavables, parce que ça va être pour des enfants et qu'on est en collectivité, donc là encore l'idée de l'hygiène est importante. Ils essaient aussi de produire des objets facilement abordables économiquement et très colorés, parce qu'on est dans l'univers de l'enfance et qu'on a envie de produire des choses qui sont visuellement attractives. Là, il y a encore une autre innovation, c'est que jusque-là, souvent le design est dévolu plutôt à un usage pour des adultes en fait. Et l'idée qu'on puisse concevoir et designer des objets pour les enfants et que les enfants peuvent être aussi réceptifs à la couleur, aux beaux matériaux, aux objets, ça c'est quelque chose d'important que Zanuzzo va défendre et Sapper également. Alors une des réalisations mythiques de Sapper, c'est la lampe Tizio, qui est toujours éditée par Artemide et qui date de 1972. C'est une lampe qui est extrêmement innovante. C'est la lampe de bureau finalement classique, la lampe d'architecte, sauf qu'il y a un mécanisme assez subtil qui est incorporé à la lampe qui permet d'en modifier la position par simple effleurement. Donc c'est une sorte de balancier en fait, cette lampe, et de système de contrepoids. Donc c'est une lampe réduite à l'essentiel dans son design, mais qu'est-ce que c'est une lampe d'architecte? C'est une lampe qui doit être modulable, et donc Sapper s'applique à rendre ce système essentiel dans le développement de son produit. Et donc il crée cette forme de balancier,
et en même temps on dirait presque une sorte d'oiseau ou de grue, ça évoque un peu un animal. Et donc cette lampe d'architecte est réduite dans son dessin à l'essentiel, être une lampe, être fonctionnelle, et en même temps elle est très ingénieuse. Alors ce qui va servir sapeur, c'est que c'est un objet qui va être très très repris dans la presse et qui va devenir un objet culte rapidement. Elle va devenir le symbole d'un intérieur moderne et élégant. C'est le type d'objet qu'on voit dans les revues qu'il faut avoir chez soi. Et ce qui est intelligent pour ça, que Sapeur réalise, c'est chez soi, mais aussi au bureau. Et là, c'est aussi la réussite de ce projet, c'est que c'est quelque chose qui peut investir à la fois la sphère privée et la sphère publique. Alors, dernier designer, puisqu'on va jusqu'à Stark. Stark est certainement quelqu'un qui a compris tout ce qui a été fait avant et tout ce que je vous ai présenté. Alors Stark, il est né en 1949, donc tout à l'heure je vous disais que Sapeur était né en 1932, donc c'est quand même, c'est pas tout à fait une génération, mais ici on voit une photo de Stark avec un certain nombre d'objets qu'il a produits. Ce qui caractérise Stark et sa pensée justement postmoderne, c'est qu'il a compris la pensée de ses prédécesseurs, mais il va en jouer, il va réutiliser et proposer des objets qui sont à la frontière entre l'objet fonctionnel et en même temps quelque chose de réjouissant, un design qui devient un peu plus drôle. Donc je vous présente deux pièces simplement. Ce fameux fauteuil Louis Coast, qui est quand même extrêmement intelligent. Donc c'est le fauteuil, la forme du fauteuil par essentiel classique, le mobilier de tous les bâtiments royaux, sauf que Stark décide d'utiliser ce plastique transparent et de lui donner ce titre fantôme de Louis, donc Louis, le fameux monarque, enfin, les fameux monarques. Et donc il y a l'idée, vous voyez, quand je vous disais que le design de post-moderne, c'est une réflexion non plus uniquement sur la forme, mais sur l'histoire des formes et sur la manière dont on peut, en tant que personne contemporaine, se positionner par rapport à ce qui a été fait avant. Bien là, on voit vraiment l'exemple de la création postmoderne. C'est une forme à la fois contemporaine et ancienne, qui réutilise les codes du design à la fois des années 50, 60, le plastique, et en même temps, c'est une vision et une interprétation assez personnelle. Et alors, dernière chaise de Stark, qui là aussi est quand même une invention assez intelligente. Donc cette chaise qui s'appelle Masters, donc qui est un hommage à trois designers dont on a vu deux exemples ce soir. Et donc cette fameuse chaise, qui est une sorte d'écorché, ou de, je sais pas comment on peut dire, de réduction, de squelette, voilà, de réduction à l'essentiel de trois grandes formes du design, qui est la chaise d'Arne Jacobsen, chaise de Charles Eames qu'on a vu tout à l'heure, et la chaise de Eero Saarinen. Stark reprend la chaise en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'objet même du design. On commence par Breuer, on commence par le fauteuil Kandinsky au Bauhaus et on arrive jusqu'à Stark. Mais vous voyez à quel point Stark à la fois produit des objets qui lui sont propres et en même temps se positionne toujours dans cette vision à la fois étonnée, amusante, critique de ce qui s'est fait avant, et propose cet objet qui est une sorte, un peu comme on a vu Louis Goss, eh bien de fantôme des grands maîtres. Et c'est aussi une manière du coup de montrer qu'il se place dans la lignée volontairement de ces grands designers qui l'ont précédé. Donc cette chaise est toujours éditée et vendue par cartel et existe dans différentes couleurs. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je vous remercie pour votre attention et puis à très bientôt.